Elle pouvait soulever un homme adulte d'un seul bras, mais aucun homme ne voulait la toucher. Vous vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le don qui aurait dû la rendre précieuse l'avait transformée en intouchable? Dans un ancien royaume, caché entre les montagnes dorées de l'Afrique de l'Ouest, il y avait une princesse qui brisait toutes les règles. Et je ne parle pas de règles d'étiquette, je parle des règles de la physique. Elle s'appelait Amara, et elle possédait la force de 10 guerriers. Mais dans cette société, la force chez une femme n'était pas considérée comme un don. Elle était considérée comme une malédiction. Laissez-moi vous raconter une vérité inconfortable sur les anciens royaumes. Une vérité qui résonne encore dans beaucoup de cœurs aujourd'hui. La beauté était mesurée par la fragilité. Plus la femme était délicate, plus elle était dépendante, plus elle était considérée comme précieuse sur le marché matrimonial. Et Amara pouvait porter des jarres d'eau que 3 hommes devaient soulever ensemble. Elle s'entraînait seule à l'aube, quand personne ne la voyait, levant des pierres de la taille d'enfants comme si c'était des plumes. Le palais où elle avait grandi était magnifique, avec des murs en terre rouge décorés de symboles ancestraux en or. Mais derrière cette beauté, il y avait un système brutal. Les jeunes femmes étaient préparées dès le début à devenir des épouses parfaites, des fleurs fragiles qui avaient besoin de protection masculine. Et Amara ne correspondait pas à ce moule. Son père, le roi Okonkwo, avait toujours un regard inquiet quand il la voyait. Sa mère, la reine Zara, soupirait profondément chaque fois qu'Amara entrait dans la salle du trône avec ses larges épaules, ses bras musclés, sa posture droite et confiante. Elle était belle, oui, avec des yeux bruns profonds et une peau qui brillait comme du bronze poli. Mais sa beauté était éclipsée par quelque chose que la société ne pouvait pas accepter, la puissance physique. À 22 ans, Amara avait déjà reçu 7 demandes en mariage. 7 hommes qui étaient arrivés pleins d'espoir et repartis avec leur masculinité en miettes. Non pas parce qu'elle les refusait, mais parce que les hommes abandonnaient. Le premier prétendant était venu quand elle avait 18 ans. C'était le fils d'un riche marchand, un jeune homme mince à la voix douce et aux mains qui n'avaient jamais serré rien de plus lourd que des parchemins. Pendant le dîner de présentation, quand il a essayé de montrer sa force en soulevant une cruche de vin décorative pour l'impressionner, Amara a instinctivement tendu la main et a empoigné la cruche entre 2 doigts comme si c'était une brindille. Le silence qui s'abattit sur la table était assourdissant. Il ne revint jamais. Le deuxième prétendant était différent. Un guerrier d'un royaume voisin, grand et musclé, avec des cicatrices de bataille, qu'il affichait avec fierté. Il arriva confiant, certain qu'enfin il y avait un mariage compatible. Pendant une chasse cérémonielle organisée par le roi, une charrette resta coincée dans la boue. 8 hommes essayèrent de la pousser, grognant et suant sous le soleil brûlant. Amara regardait de loin, mais quand elle réalisa qu'il n'y arriverait pas, elle s'approcha discrètement, plaça ses épaules contre le bois et poussa. La charrette glissa hors de la boue sans aucune résistance. Le guerrier la regarda, puis regarda ses propres bras, et quelque chose mourut dans ses yeux. L'orgueil masculin est une chose fragile. 3 jours plus tard, il partit sans dire au revoir. Et ainsi de suite avec tous. Un après l'autre, les hommes arrivaient au palais pleins d'espoir et repartaient avec la masculinité blessée. La communauté commença à parler. Au marché, entre les femmes qui vendèrent des tissus, entre les hommes qui commercialisèrent les grains, le nom d'Amara était chuchoté avec pitié mélangée à dérision. La princesse qu'aucun homme ne veut. Forte comme un buffle mais seule comme un esprit perdu. Le roi aurait dû avoir des fils. Ces paroles parvenaient aux oreilles d'Amara par les servantes du palais, qui chuchotaient quand elles pensaient qu'elle n'écoutait pas. Et chaque parole était comme une pierre jetée dans un lac calme, créant des ondulations qui ne cessaient jamais de s'étendre. Sa mère commença à la pressuriser davantage, et chaque conversation était un couteau émotionnel. « Amara, tu dois comprendre. La force ne réchauffe pas un lit. La force n'apporte pas d'alliance politique. Tu dois être plus douce, plus féminine. »« Je suis féminine, mère, » répondit Amara, gardant la voix calme même quand son cœur criait. La féminité ne signifie pas la faiblesse. Pour les hommes de notre royaume, cela le signifie, rétorqua la reine, et il y avait de la tristesse dans ses yeux, car elle savait qu'elle disait la vérité. Le roi essaya une approche différente. Il convoqua Amara à la salle du conseil, un lieu où les femmes entraient rarement. Les conseillers la regardèrent avec un inconfort à peine voilé, tandis que le roi parlait. « Ma fille, je t'aime !»« Mais notre royaume a besoin d'alliances. Les mariages sont des ponts entre les peuples, et tu incendies ces ponts avant même de les construire. »« Père, je ne demande pas à être ainsi, » dit Amara, et pour la première fois sa voix trembla. « Je n'ai pas choisi d'avoir cette force. Elle existe simplement en moi. »« Alors cache-la !» intervint l'un des plus anciens conseillers, sa voix cassante et froide. « Agisse comme si tu étais faible. Fais semblant de trébucher. Demande de l'aide pour porter des choses légères. Fais que les hommes se sentent nécessaires. » La suggestion plana dans l'air comme de la fumée toxique. Amara regarda autour de la salle, vers ces hommes qui décidèrent du destin de milliers de personnes.
et réalisa quelque chose de troublant. Il croyait vraiment que la solution était qu'elle prétende être moins que ce qu'elle était. « Je ne vais pas me diminuer pour rassurer les hommes insécurisés », dit-elle, et elle quitta la salle avant qu'il puisse y répondre. Cette nuit-là, seule dans ses appartements, Amara fit ce qu'elle faisait toujours quand la pression devenait insupportable. Elle attendit que le palais s'endorme, jusqu'à ce que seules les torches sur les murs projettent des ombres dansantes dans les couloirs. Puis elle sortit silencieusement vers la cour d'entraînement. C'était un espace circulaire entouré de hauts murs, où les guerriers du roi s'entraînaient pendant la journée. Mais la nuit, il lui appartenait. Il y avait des pierres de différentes tailles empilées dans un coin. Une collection qu'elle avait elle-même rassemblée au fil des années. Elle commença par les plus petites, réchauffant ses muscles, sentant l'énergie circuler dans son corps comme une rivière trouvant son cours naturel. Chaque soulèvement était une prière. Chaque mouvement était une affirmation d'existence. « Je suis Amara », murmurai-je à la nuit. « Et ma force n'est pas ma honte. » Mais même en prononçant ces paroles, des larmes coulaient sur son visage. Parce que la force physique ne protégeait pas contre la douleur émotionnelle. Elle pouvait soulever des pierres, mais elle ne pouvait pas soulever le poids de la solitude qui grandissait dans sa poitrine, comme une ombre sans fin. Le royaume a commencé à la traiter différemment. Non avec une hostilité ouverte, mais avec quelque chose de pire, de la pitié déguisée en politesse. Quand elle marchait dans les marchés, les conversations s'arrêtaient. Quand elle entrait dans les fêtes, des sourires polis se formaient sur des visages qui se détournaient rapidement. Elle était devenue un fantôme dans sa propre terre, vue mais pas vraiment vue, reconnue mais pas comprise. Il y eut un moment particulièrement cruel qui s'incrusta dans sa mémoire comme du feu dans du bois. C'était le mariage de la fille d'un noble, une célébration élaborée avec des musiciens, des danseurs et assez de nourriture pour nourrir un village entier. Amara y alla parce que sa présence était attendue, parce que l'absence d'une princesse aurait été remarquée et commentée. Elle se tenait près des tables de nourriture quand elle entendit deux jeunes femmes converser. Elle ne savait pas qu'elle était là, partiellement cachée par une colonne décorée. « Tu crois qu'elle va mourir seule ?» demanda l'une, et ce n'était pas une question malveillante. C'était une curiosité légitime, comme celui qui demande la météo. « Probablement, » répondit l'autre. « Quel homme veut d'une femme qui peut le battre à la force des bras? C'est contre nature. Pauvre princesse. » La beauté gaspillée sur un corps qui fait peur au lieu d'attirer. Amara quitta la fête cette nuit-là sans dire au revoir. Elle revint au palais sous un ciel étoilé qui semblait se moquer de sa solitude par sa vaste brillance. Elle ne pleura pas. Pas cette fois. Au lieu de cela, elle sentit quelque chose de différent se former en elle. Ce n'était pas vraiment la colère. C'était quelque chose de plus solide, plus permanent. C'était l'acceptation. L'acceptation qu'elle ne serait jamais ce que ce royaume voulait qu'elle soit. L'acceptation que sa force était réelle, véritable, une partie fondamentale de qui elle était. Et l'acceptation que peut-être, simplement peut-être, elle devrait trouver son bonheur en dehors des moules qui lui avaient été imposés. Alors elle fit quelque chose de radical pour une princesse. Elle arrêta d'aller aux fêtes. Elle arrêta de sourire poliment quand des nobles visitaient. Elle arrêta de prétendre que les paroles ne la blessaient pas. À la place, elle commença à s'entraîner ouvertement. Chaque matin, au lever du soleil, elle était dans la cour d'entraînement, soulevant des pierres, courant, pratiquant les mouvements de combat que les guerriers du roi utilisaient. Les gardes du palais la regardaient avec un mélange d'admiration et de confusion. Certains des guerriers plus jeunes ont commencé à la respecter, bien qu'ils ne l'auraient jamais admis publiquement. Elle était meilleure que la moitié d'entre eux, et tout le monde le savait. Le roi était furieux au début. « Tu te donnes en spectacle, tu détruis tes dernières chances d'un bon mariage. »« Quelle chance, père !» répondit Amara, et sa voix n'avait pas d'amertume, seulement la vérité froide. « Elles n'ont jamais existé. Je pourrais prétendre être faible pendant 100 ans, et pourtant, la première fois que ma véritable nature apparaîtrait, l'homme s'enfuirait. Je préfère vivre honnêtement que de mourir lentement dans un mensonge. » Sa mère essaya une approche plus douce. « Ma fille, je comprends ta souffrance, mais pense au royaume, pense à la dynastie. Nous avons besoin d'alliance. » « Alors épouse mon plus jeune frère, » suggéra Amara. Elle avait 2 plus jeunes frères, encore adolescents, mais déjà en préparation pour des rôles politiques. Je ne serais pas sacrifié sur l'autel d'attente impossible. Les semaines se transformèrent en mois. Amara établit une routine qui lui apportait de la paix, même au milieu du chaos émotionnel. Elle se réveillait avant le lever du soleil, s'entraînait jusqu'à ce que la sueur coule comme des rivières sur sa peau, puis elle prenait un bain dans les fontaines privées du palais, et passait le reste de la journée à lire, étudier les stratégies de guerre, apprendre à gouverner et maîtriser la politique de façon que les princesses n'apprenaient normalement pas. Elle était devenue une étrangère dans sa propre cour, mais au moins c'était une étrangère authentique. Et puis, par une matinée apparemment ordinaire, quelque chose changea. Un messager arriva au palais, couvert de poussière de route, son cheval écumant d'épuisement.
Il apportait des nouvelles d'un royaume voisin, un endroit avec lequel le royaume d'Amara maintenait des relations cordiales mais distantes. Des bandits ont attaqué une caravane commerciale sur la route nord, rapporta le messager, agenouillé devant le roi. Il y a des blessés. Ils demandent de l'aide. Le roi convoqua immédiatement ses guerriers, mais il y avait un problème. La plupart de ses meilleurs hommes étaient en mission diplomatique dans des terres lointaines. Ne restèrent que les gardes du palais et les guerriers en entraînement. Pas assez expérimentés pour un sauvetage potentiellement dangereux. Amara était présente dans la salle du conseil quand cette information a été révélée. Elle a vu l'inquiétude sur le visage de son père, l'hésitation des conseillers, et sans réfléchir à deux fois, elle a fait un pas en avant. « Je vais y aller ». Le silence qui a suivi a été absolu. Tous les yeux se sont tournés vers elle, certains choqués, d'autres incrédules. « Vous ?» demanda finalement un conseiller, la pure incrédulité vibrant dans sa voix. « Une princesse en mission de sauvetage ? Impensable. »« Pourquoi impensable ?» riposta Amara. « Je suis plus forte que la moitié des guerriers qui restent. Je suis plus rapide que la plupart. Et contrairement à vous, je n'ai pas peur de prouver ma valeur. » Le roi l'a regardée pendant un long moment. Elle a vu quelque chose bouger dans ses yeux, quelque chose entre la fierté et la peur. Finalement, il a hoché la tête. « Va, mais prends des gardes avec toi. » Amara a choisi 4 gardes du palais, des hommes qu'elle avait vus à l'entraînement et qui, malgré les préjugés généraux, la respectaient. Ils sont partis avant midi, les chevaux galopant sur la route poussiéreuse qui menait aux montagnes du nord. Le voyage a duré 3 heures. Quand ils sont arrivés au lieu de l'attaque, ils ont trouvé exactement ce que le messager avait décrit. Des caravanes renversées, des marchandises éparpillées, 5 hommes blessés soignés par des marchands effrayés. Mais il y avait quelque chose de plus. Parmi les blessés, partiellement caché par un tissu déchiré, se trouvait un homme différent des autres. Il était plus jeune, vêtu de vêtements qui avaient autrefois été fins, mais étaient maintenant tachés de sang et de poussière. Il avait une blessure profonde à l'épaule et était inconscient. « Qui est celui-ci » a demandé Amara, s'agenouillant à côté de lui. Les marchands ont échangé des regards nerveux. « Nous ne savons pas, princesse. Il voyageait seul, il s'est joint à notre caravane il y a 2 jours. Il a dit qu'il était un érudit, se rendant vers les terres de l'Est. » Amara a étudié le visage de l'homme. Même blessé et inconscient, il y avait quelque chose en lui qui attirait l'attention. Une dignité tranquille dans la ligne de la mâchoire, une force contenue même dans la vulnérabilité. Ses mains, bien que sales, portèrent les callosités de celui qui maniait à la fois les armes et les outils. « Nous devons les ramener », déclara-t-elle en se levant. « Tous autant qu'ils sont. » C'est alors qu'un des gardes qu'elle avait amené a intervenu. « Princesse, nos chevaux ne peuvent pas porter autant de blessés. » Amara examina la scène, son esprit stratégique, aiguisé par d'innombrables heures d'études en solitaire, travaillant à la vitesse de l'éclair. Une charrette gisait renversée, mais pas irrémédiablement endommagée. S'il pouvait la redresser. « Aidez-moi avec cela », ordonna-t-elle, se dirigeant vers la charrette. 3 gardes la suivirent, s'apprêtant à la dure tâche de soulever le véhicule. Mais quand ils se positionnèrent, Amara plaça simplement ses épaules sous un côté de la charrette et poussa. Le véhicule s'est redressé avec un grincement de bois, soulevant la poussière. Les marchands la fixèrent, les yeux écarquillés d'incrédulité. Les gardes qui l'accompagnaient souriaient simplement. Ils avaient l'habitude. Mais sur cette route poussiéreuse, sous le soleil de midi, quelque chose s'était transformé. La force d'Amara n'était plus une source de honte. Elle était devenue une force salvatrice. « Chargez les blessés !» ordonna-t-elle, sa voix portant l'autorité naturelle de quelqu'un né pour diriger. « Nous retournons avant le coucher du soleil. » Mais tandis qu'ils aidèrent les blessés à monter dans la charrette et préparaient le voyage de retour, il y avait quelque chose de crucial qu'Amara ne savait pas. Cet homme inconscient, ce prétendu érudit couvert de sang et de poussière, n'était pas celui qu'il paraissait être. Il avait un secret qui changerait tout. Et le destin, ce tisserand invisible d'histoire, venait de commencer à entrelacer ses fils. Mais tandis qu'Amara retournait au palais, la paix fragile du matin se désagrégeait déjà. Car dans les murs royaux, derrière des portes dorées et des rideaux de soie, une décision prenait forme, une décision qui changerait à jamais le destin d'Amara. Le conseil royal se réunit cet après-midi-là. 7 anciens étaient assis sur des chaises en acajou sculptés, leurs visages marqués par l'âge et la tradition. Au centre de la table ovale se tenait la reine-mère Kaya, une femme d'une 60aine d'années aux yeux aussi acérés que des lames et à la voix qui tranchait plus profondément que n'importe quelle épée. « Ma fille », commença-t-elle, les paroles pesant comme des pierres jetées dans des eaux calmes. « Tu as 25 ans, Amara, 25 ans. Et il n'y a toujours pas d'homme à tes côtés. Pas d'héritier, pas d'avenir. » Amara se tenait debout devant le conseil, sa posture rigide, ses larges épaules musclées tendues sous le poids des paroles. Elle savait ce qui venait. Elle l'avait pressenti, mais savoir n'adoucissait pas la douleur, elle l'aiguisait.
Le peuple chuchote, poursuivit l'un des anciens, sa voix tremblante mais ferme. Ils disent que tu es maudite, qu'aucun homme digne n'accepterait une princesse qui ressemble davantage à un guerrier qu'à une épouse. Un autre ancien intervint. Ils disent que tu déshonores la lignée royale, que ton apparence est un signe du mécontentement des dieux. Amara sentit les paroles transpercer son armure invisible, une par une. Chaque accusation était un couteau aiguisé. Elle brûlait de crier, de se défendre, d'expliquer que ses muscles étaient le fruit de l'entraînement et de la discipline, non d'une malédiction. Mais elle resta silencieuse, car le silence était tout ce qui lui restait. La reine mère Kaya leva la main, silençant les anciens. « Amara, ma fille, écoute bien. Ce conseil a décidé que tu te marieras dans 3 lunes, avec n'importe quel homme disposé à t'accepter, noble ou paysan, jeune ou vieux, n'importe lequel qui accepte. » Les paroles s'éternisèrent dans l'air comme une sentence de mort. « N'importe qui de disposé, » répéta Amara, sa voix basse mais ferme. « Vous dites que je suis tellement indésirable que nous accepterons n'importe quel homme qui me veut ? Je dis, » répondit la reine-mère, les yeux durs comme l'obsidienne, « que le royaume a besoin de stabilité. Et vous, ma fille, êtes une source d'instabilité. Une princesse célibataire à 25 ans est une honte. Une princesse musclée et célibataire ? Une catastrophe. » Amara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mais elle ne permit pas à son expression de changer. Elle ne permit pas à son cœur de montrer la tempête qui le déchirait. « 3 lunes, dit la reine-mère, mettant fin à la réunion. Vous avez 3 lunes pour trouver un mari, ou nous en trouverons un pour vous. Et ce n'était que le début. 2 jours plus tard, Amara marchait à travers le marché central. Un lieu vibrant, rempli de couleurs, d'arômes et de voix. Des étals de fruits tropicaux, de tissus brillants et de bijoux artisanaux s'étendaient sur la place. C'était un endroit qu'elle aimait habituellement. Mais ce jour-là, le marché semblait différent. Hostile, jugeant. Elle portait une robe simple tentant de se fondre dans la foule. C'était peine perdue. Ses larges épaules, ses bras définis, sa stature imposante, tout la mettait en avant. Et tout le monde le voyait. « Regardez » murmura une femme à son amie, pointant discrètement. « C'est la princesse musclée. On dit qu'elle n'a toujours pas trouvé de mari. » L'ami rit doucement. « Quel homme voudrait d'une femme comme ça ? Elle a l'air de pouvoir le casser en 2. » Amara fit semblant de ne pas entendre. Elle continua à marcher, la tête haute, les yeux fixés droit devant. Mais chaque murmure s'enfonçait comme une lame. Chaque regard de pitié ou de dédain creusait un peu plus le vide en elle. Puis elle vit quelqu'un de familier, Zara, son amie d'enfance. La fille avec qui elle avait couru dans les jardins du palais, riant et rêvant du futur. Zara était debout près d'un étal de tissu, accompagnée de 2 autres femmes. Amara s'approcha, un sourire hésitant sur les lèvres. Zara. Zara se tourna. Pour un instant, leurs yeux se rencontrèrent. Puis quelque chose changea. Zara jeta un coup d'œil aux 2 femmes à ses côtés, puis de nouveau vers Amara, et elle détourna son visage. « Pardon » dit Zara, sa voix aussi froide que la glace. « J'ai des choses à faire. » Et elle s'éloigna. Les 2 femmes à côté de Zara rirent ouvertement. L'une d'elles dit, assez fort pour qu'Amara l'entende, « Même ses propres amis ne veulent plus d'elle. » Apparemment, l'amitié aussi a ses limites. Amara resta immobile, le cœur brisé. Ce n'était pas seulement du rejet, c'était de la trahison. C'était la confirmation qu'elle était complètement seule. Elle se tourna et quitta le marché, les yeux brûlants mais sans larmes, parce qu'elle avait appris au fil des années que les larmes ne changeaient rien, que la douleur ne demandait pas la permission, que la solitude était une compagne silencieuse et permanente. Mais tandis qu'Amara faisait face à l'humiliation publique dans son royaume, à des centaines de kilomètres de distance, un autre destin était en train d'être tissé. Dans un royaume caché par les montagnes de l'Ouest, vivait un homme que peu connaissaient. Son nom était Kofi, et bien que son titre soit roi, il ne gouvernait pas avec pompe ou ostentation. Son royaume était petit, caché entre des pics enneigés et des vallées profondes, un endroit que le reste du monde avait oublié. Mais Kofi s'en fichait, parce qu'il ne mesurait pas la valeur par la grandeur des palais, mais par la force du caractère. Kofi avait 30 ans. Grand, mince mais fort, avec des yeux noirs qui semblaient en voir au-delà des apparences. Il avait hérité du trône à 22 ans, après la mort soudaine de son père. Et depuis, il avait consacré sa vie à gouverner avec justice. Non pas avec des lois rigides, mais avec compassion. Non pas avec des punitions sévères, mais avec compréhension. Son peuple l'aimait. Les enfants couraient vers lui dans les rues, l'appelant « Roi Kofi le Juste ». Les anciens le consultaient, faisant confiance à sa sagesse malgré sa jeunesse. Et les femmes du royaume l'admiraient, non seulement pour son apparence, mais pour sa bonté. Mais Kofi cachait un secret que très peu connaissaient. Et ce secret était sur le point de le mettre face à un danger mortel. Ce matin-là, Kofi était assis dans sa salle d'audience, une salle simple, avec des murs de pierre et des fenêtres ouvertes qui laissaient entrer la brise des montagnes. Devant lui, un messager agenouillé,
haletant, ses vêtements couverts de poussière. « Mon roi, dit le messager, la voix urgente. J'ai des nouvelles du royaume de l'Est. Le Conseil des 5 royaumes a convoqué une réunion. Ils exigent votre présence. » Kofi fronça les sourcils. Le Conseil des 5 royaumes? Il ne s'était pas réuni depuis 10 ans. Pourquoi maintenant? Le messager déglutit. Il parle d'une conspiration, mon roi. Quelqu'un projette de prendre le trône de l'un des royaumes. Et il vous soupçonne d'être la prochaine cible. Kofi sentit un frisson parcourir son échine. Il savait que son royaume, bien que petit, possédait quelque chose que beaucoup convoitaient. Des mines de pierres précieuses cachées dans les montagnes, des terres fertiles dans les vallées, et, plus important encore, une position stratégique qui contrôlait les routes commerciales entre les royaumes du Nord et du Sud. « Quand a lieu la réunion ?» demanda Kofi. « Dans 15 jours, mon roi, dans la ville sacrée, au cœur de la forêt ancienne. Les 5 rois doivent tous comparaître, sans exception. » Kofi acquiesça lentement. « Alors j'irai. » Mais son conseiller le plus proche, un vieil homme nommé Ebo, s'approcha. « Mon roi, cela pourrait être un piège. S'il y a une conspiration, participer à cette réunion peut vous mettre en danger. » Kofi regarda Ebo, ses yeux d'un calme imperturbable mais farouchement déterminé. « Et si je n'y vais pas, Ebo, que diront-ils? Que j'ai peur? Que je suis faible? Non, j'irai. Mais j'irai préparé. » Et c'est exactement à ce moment-là que tout a commencé à changer. Parce que tandis que Kofi prenait sa décision, quelque part dans les ombres du palais, un homme observait. Un homme aux yeux froids et aux mains souillées de trahison. Son nom était Kwame. Et il était le capitaine de la garde royale de Kofi. Mais il était aussi un traître, acheté par le royaume voisin par des promesses d'or et de pouvoir. Et il avait déjà envoyé un message secret. Le roi voyagera dans 15 jours, seul, avec une petite escorte seulement. Préparez l'embuscade. La conspiration était en mouvement. Et Kofi, innocent et confiant, marchait droit vers un piège mortel. Pendant ce temps, Amara revint au palais cette nuit-là, le cœur lourd. Elle monta à ses appartements, ferma la porte et regarda par la fenêtre. La lune pleine brillait dans le ciel sombre, illuminant les jardins en bas. Elle pensa à la décision du conseil. 3 lunes. C'était tout ce temps qui lui restait pour trouver un mari. Ou elle serait forcée d'épouser n'importe quel homme disposé à l'accepter. Et puis, quelque chose en elle se brisa. Non avec fracas, mais avec un soupir silencieux. La résignation fit place à la détermination. La douleur se transforma en colère brûlante, et la honte fit place à une décision radicale. « Je ne vais pas me marier », murmura-t-elle à la lune. « Je ne vais pas me soumettre à cela. S'il me considère comme un fardeau, alors je vais me libérer de ce fardeau. » Elle ouvrit son coffre en bois sculpté et commença à trier les vêtements. Des vêtements simples, pratiques. Des vêtements qui lui permettraient de voyager sans être reconnue. Elle prit un sac de cuir et commença à le remplir de provisions. Du pain, des fruits secs, de l'eau. Elle planifiait de s'enfuir. Parce que rester signifiait accepter une vie d'humiliation. Cela signifiait se marier avec un homme qui ne l'aimait pas, simplement pour satisfaire les attentes d'un royaume qui ne l'a jamais accepté. Et Amara, la princesse musclée qui avait passé sa vie à être rejetée, décida finalement qu'elle méritait plus. Elle partirait à l'aube. Elle irait vers les montagnes de l'Ouest, où on disait que des royaumes isolés offraient un refuge à ceux qui cherchaient à recommencer. Où personne ne la connaîtrait. Où elle pourrait être simplement Amara, pas la princesse honteuse. Pas le fardeau royal, juste une femme libre. Et tandis qu'Amara faisait ses plans, Kofi faisait les siens. Il réunit sa petite escorte. Seulement 5 hommes, des guerriers fidèles, mais pas suffisants pour affronter une armée. Il prépara ses bagages, des cartes, des provisions, des présents diplomatiques, et il traça l'itinéraire. Le voyage prendrait 7 jours, traversant les montagnes, descendant par les vallées, passant par la forêt ancienne jusqu'à atteindre la ville sacrée. C'était une route dangereuse, connue pour les bandits et les animaux sauvages. Mais c'était la seule route possible. Ebo, le conseiller, essaya une fois de plus de le dissuader. « Mon roi, je t'implore, envoie un représentant à ta place. Ne risque pas ta vie. » Mais Kofi sourit simplement. « Ebo, mon ami, si je ne peux pas faire confiance aux autres rois, comment puis-je m'attendre à ce qu'ils me fassent confiance? J'irai et je reviendrai, tu verras. » Et ainsi, 2 destins ont commencé à converger. Amara, fuyant un royaume qui la rejetait, voyageant vers les montagnes de l'Ouest. Kofi, voyageant vers la ville sacrée, traversant les mêmes montagnes. 2 chemins, 2 âmes blessées, un destin entrelacé. Et puis, la première étincelle de danger. La nuit avant le départ de Kofi, Kwame, le capitaine traître, se rencontra secrètement avec 3 hommes encapuchonnés. Ils se rencontrèrent dans une taverne abandonnée à la périphérie de la ville, loin des regards curieux. « Le roi part demain à l'aube », dit Kwame, sa voix basse et conspiratrice. Il ne mènera que 5 gardes. L'embuscade devra avoir lieu dans le défilé des montagnes, 3 jours de voyage. Là, vous aurez l'avantage. Et là, il mourra. L'un des hommes encapuchonnés demanda
Et toi? Qui gagnes-tu? Quam sourit froidement. La moitié de l'or promis, et la position de régent après la mort du roi. Vous aurez les mines, moi, j'aurai le pouvoir suprême. Les hommes ont accepté, et le piège a été scellé. Mais ce que Kwame ne savait pas, c'est que l'un des serviteurs du palais avait entendu des fragments de la conversation. Un jeune homme nommé Del, fidèle à Kofi. Et bien qu'il n'ait pas entendu tous les détails, il en avait entendu assez pour savoir que le roi était en danger. Del courut de retour au palais, désespéré d'avertir Kofi. Mais quand il arriva, le roi dormait déjà, et les gardes ne le laissèrent pas passer. « Reviens demain », dirent-ils. « Le roi a besoin de se reposer. » Et ainsi, le message n'a pas été livré. L'avertissement n'a pas été donné. Et Kofi, innocent et confiant, s'endormit sans savoir que des assassins étaient déjà en route. Amara non plus ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise près de la fenêtre, regardant les étoiles, imaginant la nouvelle vie qui l'attendait. Elle pensa à sa mère. Elle pensa à Zara, qui l'avait trahie. Elle pensa à toutes les années de rejet et de douleur. Et puis, elle fit une promesse silencieuse. « Je vais prouver que je vaux plus que ce qu'ils pensent. Je vais trouver un lieu où je serai acceptée, où je serai valorisée, où je serai aimée. » Et avec cette promesse au cœur, elle ferma enfin les yeux. Pendant ce temps, dans les montagnes de l'ouest, une tempête s'approchait. Des nuages noirs s'accumulaient à l'horizon. Le tonnerre résonnait entre les pics. Et dans les ombres de la forêt ancienne, des hommes aux couteaux acérés et au cœur encore plus aiguisé attendaient. Deux destins étaient sur le point de se croiser. Une princesse rejetée, fuyant en quête de liberté. Un roi juste, marchant innocemment dans un piège mortel. Et quand leurs chemins se rencontreraient, rien ne serait plus comme avant. Car parfois, le destin ne demande pas la permission. Il arrive simplement. Et quand il unit deux âmes qui ont été rejetées, méprisées et sous-estimées, quelque chose d'extraordinaire naît. Mais cette union était encore à venir. Et avant elle, il y aurait du sang, du danger et des choix qui définiraient tout. Les deux partiraient à l'aube, chacun dans son voyage, chacun avec ses blessures, chacun sans savoir que la personne qui changerait leur vie pour toujours était à quelques jours de distance. Et dans les ombres, les assassins attendaient. La tempête s'approchait, et le destin préparait la scène pour une rencontre que personne ne pouvait prévoir. Leur vie était sur le point d'entrer en collision d'une manière que personne ne pouvait imaginer. La forêt entre les deux royaumes n'avait pas de nom. Les voyageurs l'appelaient simplement « le territoire oublié », une bande de terre où aucun roi ne revendiquait la domination et aucune loi ne prévalait au-delà de la survie. C'est par ici qu'Amara marchait maintenant, son sac de provisions sur le dos, le soleil de l'après-midi se filtrant à travers les denses cimes des arbres. Elle avait quitté le palais 3 jours avant. Aucun adieu grandiose. Aucune cérémonie de départ, seulement une lettre laissée sur la table de la chambre de son père. « Je cherche un but qui ne soit pas défini par ma force ou par votre honte. Ne me cherchez pas. » Les muscles de ses jambes pulsaient à chaque pas. C'était libérateur, cette fatigue. Personne ici ne la connaissait. Personne ne chuchotait en la voyant passer. Personne ne détournait le regard avec pitié ou mépris. Ici, elle n'était que voyageuse. Le chemin se rétrécissait devant elle, bordé de falaises rocheuses d'un côté et d'une chute abrupte de l'autre. Amara ralentit, ses instincts de guerrière en alerte. C'était le type d'endroit où les bandits attendaient, où les désespérés se cachaient. Ce fut alors qu'elle entendit des voix. Non, pas des voix, une voix. Grave, calme, mais avec un fil de tension qui faisait les poils de sa nuque se hérisser. « Je ne porte pas d'or », disait la voix. « Je suis un simple voyageur, comme vous. » Des rires, multiples, rudes et cruels. Amara s'approcha silencieusement, se déplaçant entre les arbres avec la grâce d'un prédateur. À travers le feuillage, elle vit la scène. 4 hommes armés de couteaux et de bâtons entouraient un seul voyageur. L'homme au centre était grand, les épaules larges sous une simple tunique de voyageur, les cheveux noirs attachés derrière la tête. Pas de bijoux, aucun symbole de richesse. Mais il y avait quelque chose dans sa posture, une dignité silencieuse, un calme qui ne venait pas de la peur, mais d'une profonde conviction intérieure. « Peut-être que tu ne portes pas d'or », grogna l'un des bandits, en faisant tourner un couteau sale. « Mais ces bottes semblent bonnes. Et cette tunique, enlève tout. » Le voyageur ne bougea pas. « Je ne vais pas faire ça. » Sa voix était ferme, pas provocante, juste, ferme, comme s'il déclarait un fait immuable de l'univers. Amara sentit quelque chose d'étrange se mouvoir dans sa poitrine. Admiration? Non, c'était plus profond que cela. Reconnaissance. Cet homme était seul, surpassé en nombre, clairement sans chance, mais il ne se courbait pas. Pas parce qu'il était stupide, mais parce qu'il y avait des lignes qu'il ne traverserait pas, même sous la menace de mort. « Alors on te le prend de force !» siffla un autre bandit en avançant. Amara devrait continuer à marcher. Ce n'était pas son problème.
Elle avait quitté son royaume précisément pour échapper à ce type de complications, pour trouver un endroit où elle n'avait pas besoin d'être la guerrière, où elle n'avait pas besoin d'être la femme avec une force qui effrayait les hommes. Mais ses pieds ne bougèrent pas. Le premier bandit attaqua, un couteau brillant à la lumière filtrée. Le voyageur esquiva, bloquant le poignet de l'attaquant avec son avant-bras et se tournant pour s'écarter. Le mouvement était entraîné, militaire, mais il ne contre-attaqua pas. Il se défendit seulement, reculant, essayant de créer de l'espace. « Guerrier entraîné !» cria l'un des bandits avec un délice maladif. « Ça va être amusant !» Maintenant les 4 attaquaient ensemble. Le voyageur se battit bravement, bloquant, esquivant, utilisant le terrain accidenté à son avantage. Mais Amara voyait ce qu'il ne pouvait pas voir. Il était systématiquement poussé vers le bord de la falaise. 10 pas de plus et il tomberait. 5 pas de plus. Le voyageur trébucha sur une racine, tombant sur les genoux. Un bandit leva un gros bâton, se préparant à écraser son crâne. Le temps sembla ralentir. Amara vit le bâton commencer à descendre. Vit le voyageur lever le bras en défense inutile. Vit la mort s'approcher avec l'inévitabilité d'une tempête. Et puis elle vit quelque chose de plus. Elle vit l'expression dans les yeux du voyageur, pas de panique, mais de la tristesse. Une tristesse de ce que son voyage se terminerait ici. Tristesse des choses non dites, des promesses non tenues, d'un but laissé inachevé. C'était un miroir parfait de sa propre âme. Amara bougea. Elle explosa à travers le feuillage comme un éclair, couvrant les 20 pas en 3 battements de cœur. Sa main saisit le poignet du bandit au milieu du cou, arrêtant le bâton à quelques centimètres du crâne du voyageur. Le choc peint sur le visage du bandit aurait été comique dans d'autres circonstances. « Quoi ?» Amara tordit. Le bâton tomba. Le bandit cria, saisissant son poignet maintenant tordu à un angle impossible. Les 3 autres se figèrent, traitant cette nouvelle menace. Une femme, seule, vêtue de vêtements de voyage simples. « Partez !» dit Amara calmement, lâchant le bandit blessé. « Maintenant !» Le plus grand des bandits rit. « Ou quoi ? Tu vas nous faire mal avec tes beaux regards ?» Il avança, un couteau à la main. Amara ne pensa pas. Elle ne planifia pas. Son corps réagit avec la mémoire musculaire de 1000 heures d'entraînement. Elle saisit le poignet du couteau, pivota sous son bras et utilisa son propre élan contre lui. Le grand bandit fut jeté sur sa hanche comme un sac de grains, frappant le sol avec assez de force pour expulser tout l'air de ses poumons. Silence. Les 2 bandits restants regardèrent dans leurs compagnons par terre, puis Amara, puis l'un l'autre. « Sorcière !» murmura l'un d'eux. « Non !» répondit Amara, sa voix basse et dangereuse. « Juste fatigué des hommes lâches qui attaquent les voyageurs sans défense. Voici ce qui va se passer. Vous allez prendre vos amis blessés et disparaître de cette forêt. Si je vous revois, je ne serai pas aussi gentil. » Ils coururent. Ils traînèrent littéralement leurs 2 compagnons blessés et disparurent en bas du sentier, dans une confusion de membres et de cris de douleur. Amara se tint debout, son cœur martelant, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Elle l'avait fait. Révéler sa force. Utiliser son pouvoir. Après avoir juré à elle-même qu'elle ne serait plus la guerrière, elle avait. C'était extraordinaire. La voix la fit se tourner. Le voyageur était debout maintenant, secouant la poussière de ses vêtements. Mais il ne reculait pas. Il ne la regardait pas avec peur ou dégoût. Il était souriant. Un sourire vrai et chaleureux qui atteignait ses yeux. « Tu m'as sauvé la vie », dit-il simplement. « Merci. » Amara cligna des yeux. Elle s'attendait au rejet, au dégoût, au regard que tous les hommes donnaient quand ils voyaient ce qu'elle pouvait faire. Mais tout ce qu'elle voyait sur son visage était de la gratitude. Et quelque chose de plus. De l'admiration. « Ce n'était rien, murmura-t-elle, détournant le regard. « Rien ?» Il rit, un son riche qui roula à travers la clairière. « Tu viens de vaincre 4 hommes armés en environ 10 secondes. Sans armes, ce n'est pas rien. C'est remarquable. » Quelque chose de chaud et d'étrange s'épanouit dans la poitrine d'Amara. Quand était la dernière fois que quelqu'un avait appelé sa force remarquable au lieu de honteuse? Ils étaient des bandits incompétents, dit-elle, essayant de minimiser. Incompétents ou non, il y avait toujours 4 couteaux pointés vers moi. Il tendit la main. Je suis Malik, voyageur, apparemment très mauvais pour éviter les embuscades. Elle regarda la main tendue. Un geste si simple, mais chargé de sens. L'accepter était d'admettre une connexion. C'était se permettre d'être vu. Lentement, elle tendit la main et la serra. Ses mains étaient calleuses, chaudes, fort, mais pas intimidées par sa force. Amara, dit-elle doucement, aussi voyageur. Apparemment très mauvaise pour ne pas me mêler des problèmes des autres. Malik rit à nouveau, et Amara sentit quelque chose de dangereux se produire dans son cœur. Une fissure dans les murs qu'elle avait construits. Un aperçu de possibilités qu'elle croyait mortes pour toujours. Voilà un homme qui regardait sa force et voyait de la beauté. Pas une menace, pas de la honte, juste de la beauté. « Où allez-vous »
demanda Malik, lâchant sa main mais pas son regard. Loin, répondit Amara honnêtement. Loin des attentes. Loin des déceptions. Juste. Loin. Quelque chose passa sur le visage de Malik, de la compréhension. Une solidarité profonde. Je connais cette sensation, dit-il calmement. Parfois, la chose la plus difficile n'est pas de partir. C'est découvrir qui tu es quand tout le monde cesse de dire qui tu devrais être. Les paroles frappèrent Amara comme un coup physique. Cet étranger, cet homme ordinaire qu'elle avait sauvé sur une impulsion, avait articulé le désir central de son âme avec plus de précision qu'elle n'avait jamais pu le faire elle-même. « Tu fuis aussi » demanda-t-elle. « Je ne fuis pas » corrigea gentiment Malik. « Je cherche. Il y a une différence. »« Laquelle » ? Fuir, c'est à propos de la peur. Chercher, c'est à propos de l'espoir. Ses yeux rencontrèrent les siens. « Tu me sembles être quelqu'un rempli d'espoir, même si tu essaies de le cacher. » Amara ouvrit la bouche pour répondre, pour protester, pour relever ses défenses à nouveau, quand le sol trembla. Les deux se figèrent. C'était un tremblement de terre, chuchota Amara. Non, le visage de Malik était devenu pâle. Pas dans cette région. Le sol ici est... Le sol trembla à nouveau. Plus fort cette fois. Et puis, à travers les arbres, vint un son qui gela le sang d'Amara. Un rugissement. Pas le rugissement d'un lion. Pas celui d'un ours. C'était plus profond. Plus ancien. Le son de quelque chose qui ne devrait pas exister. « Cours !» dit Malik, sa voix soudainement urgente. Il saisit le bras d'Amara. « Maintenant. » « Nous devons. » La créature surgit à travers la ligne des arbres. Elle était immense, 4 fois la taille d'un éléphant, avec des écailles vert foncé qui brillaient comme du métal à la lumière tamisée. Ses yeux étaient jaunes, sans paupières, fixés sur eux avec une faim ancestrale. Les griffes, chacune de la taille du bras d'Amara, déchirèrent la terre tandis qu'elle avançait. Un dragon, pas les dragons des histoires pour enfants, pas les créatures nobles des contes de fées. Celui-ci était un prédateur primitif. Un tueur d'air révolu, qui avait d'une manière ou d'une autre survécu dans les profondeurs oubliées de la forêt sans nom. Et il bloquait le seul chemin d'évasion. Malik tira Amara en arrière, se positionnant entre elle et la bête. « Quand je vais la distraire, tu cours. Comprends-tu? Ne regarde pas en arrière. Cours simplement. »« Tu es fou ?» siffla Amara, essayant de le repousser sur le côté. « Cette chose va te tuer. Mieux qu'un de nous meure que les deux. » Sa noblesse stupide. Sa volonté absolue de se sacrifier pour une étrangère qu'il venait de rencontrer quelques minutes auparavant. C'est ce qui le rendait différent, réalisa Amara. Pas la force physique, pas la compétence au combat, mais une colonne vertébrale morale faite d'une matière plus solide que l'acier. Une gentillesse qui ne calculait pas le coup. Le dragon avança, ses mâchoires s'ouvrant pour révéler des rangées de dents comme des épées. Malik ramassa une pierre, se préparant à la lancer, pour servir de leurre inutile de distraction. Et Amara fit face au choix qui définirait le reste de sa vie. Elle pouvait courir, le laisser mourir, préserver son déguisement, sa fuite, sa quête d'un endroit où elle n'avait pas besoin d'être la guerrière, où elle pouvait rester. Combattre. Être exactement ce qu'elle avait passé sa vie entière à essayer de cacher. La femme dont les muscles étaient plus forts que ceux de la plupart des hommes, dont l'entraînement l'avait transformée en une arme vivante, dont la force que tous appelaient une malédiction. Le dragon rugit à nouveau, tellement proche maintenant qu'Amara sentait la chaleur de son souffle. Malik leva le bras pour lancer sa pierre pathétique, et Amara prit sa décision. Elle s'avança devant Malik, le poussant en arrière d'une main tout en faisant face directement à la créature. « Amara, qu'est-ce que tu fais ?»« Reste derrière moi, » dit-elle, sa voix transformée, plus celle de la voyageuse timide. Maintenant la voix de la guerrière qu'elle était née pour être. La voix de la princesse qui commandait des armées avant que son père décide que les muscles chez une femme étaient une honte au lieu d'une gloire. Le dragon chargea, et pour la première fois en des années, Amara cessa d'avoir honte de son pouvoir. Elle laissa la bête venir, parce que ce qu'elle s'apprêtait à faire changerait à jamais leurs deux vies. La terre trembla. Le dragon ouvrit ses mâchoires. La honte qu'il avait suivie toute sa vie tomba à ses pieds, comme un manteau lourd qu'enfin elle était autorisée à rejeter. Malik la regardait avec ses yeux pleins de gratitude et d'espoir, et quelque chose en elle se brisa. Pas de douleur, mais de libération. Pour la première fois de sa vie, Amara ne voyait pas sa force comme une malédiction. Elle voyait un choix, et elle choisit d'agir. Et puis, elle courut. Le rugissement de la bête résonnait dans la forêt comme le tonnerre vivant. Amara pouvait sentir la terre trembler sous ses pieds, tandis qu'elle s'approchait de la clairière où les hommes de Malik combattaient désespérément. 3 gardes étaient déjà au sol, saignant. 2 autres brandissaient des lances avec des mains tremblantes contre une créature qui semblait sortie des cauchemars les plus profonds de la terre. Un léopard géant, mais déformé, avec des poils hérissés comme des épées et des yeux rouges comme des braises. Un des gardes cria quand la bête chargea, ses griffes déchirant l'air. Il n'eut pas la chance de l'esquiver.
Mais Amara, oui. Elle se jeta entre le garde et la créature, ses bras se levant instinctivement. L'impact fut brutal. Les griffes de la bête se plantèrent dans ses avant-bras, déchirant les tissus et la peau, mais Amara ne recula pas. Ses muscles se contractèrent, comme l'acier trempé, et elle tint les pattes avant de la bête avec une force surhumaine. Le léopard rugit de rage et de confusion. Il n'avait jamais rencontré de proie qui ne s'enfuyait pas, de proie qui résistait. Amara rugit en retour. Avec un mouvement explosif, elle pivota sur son corps et lança la bête contre un arbre proche. L'impact fut si violent que le tronc se fissura. La créature tomba au sol, étourdie, mais toujours dangereuse. « Reculez !» cria Amara au garde, qui la regardait comme s'il voyait un fantôme. « Emmenez Kwame loin d'ici. »« Maintenant !» Mais la bête se levait déjà, ses yeux rouges maintenant fixés exclusivement sur elle. Elle reconnaissait la véritable menace. Et Amara reconnaissait son propre pouvoir. La créature chargea à nouveau, plus vite cette fois, une tempête de griffes et de crocs. Amara se bougea comme jamais auparavant. Elle n'y résistait plus. Elle l'embrassait. Chaque muscle, chaque fibre de son être qui avait été ridiculisé, rejeté, humilié, servait à maintenant un but. Elle esquiva la première charge, attrapa la queue de la bête, et avec un rugissement qui résonna dans la forêt, la souleva du sol et la fit tournoyer dans l'air, comme si elle n'était qu'un sac de grains. La bête vola par-dessus les arbres avant de tomber lourdement à plusieurs mètres de distance. Silence. Les gardes étaient paralysés. Kwame, appuyé contre un arbre, regardait les yeux écarquillés. Et Amara, haletante, couverte de sang qui n'était pas entièrement le sien, se tenait au centre de la clairière comme une force de la nature. La bête essaya de se lever une dernière fois, mais ses membres tremblaient. Elle regarda Amara, et quelque chose changea dans ses yeux. Ce n'était plus de la rage. C'était de la reconnaissance. Du respect. Et puis, avec un dernier rugissement bas, la créature se retira dans l'obscurité de la forêt, boitant, vaincue. Amara laissa ses bras tomber le long de son corps. Sa poitrine montait et descendait en respiration profonde. Le sang coulait de ses blessures, mais la douleur était lointaine. Tout ce qu'elle sentait, c'était de la clarté. Jamais. La voix de Kwame venait de derrière elle, tremblante d'admiration. Jamais je n'ai vu une telle force. Elle se tourna pour le faire face. Leurs yeux se rencontrèrent, et le monde semblait se réduire pour ne contenir que les deux. Kwame s'avança, vacillant légèrement, mais refusant l'aide des gardes. Quand il se tint finalement devant elle, il leva une main tremblante et toucha doucement son bras blessé. « Tu n'es pas une aberration », murmura-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Tu es magnifique ». Les larmes brûlèrent dans les yeux d'Amara. Personne ne lui avait jamais dit ces paroles. Personne n'avait regardé sa force et vu de la beauté. Mais lui, il voyait. Amara déglutit, sentant sa gorge se serrer. J'ai passé toute ma vie à entendre que ma force était une honte, que j'étais trop, que je ne serais jamais aimé à cause de cela. Kwame secoua lentement la tête, ses yeux ne quittant jamais les siens. Celui qui t'a dit cela ne comprenait pas ce que signifie la véritable force. Ce n'est pas seulement le pouvoir de détruire, c'est le pouvoir de protéger, de sauver, de choisir. Il fit un pas de plus près, et Amara pouvait sentir sa chaleur, l'intensité de sa présence. « Tu as choisi de me sauver », continua-t-il, sa voix presque un murmure. « Une étrangère. Tu as risqué ta vie sans hésiter. Ce n'est pas de la pure force, c'est du courage. C'est de la noblesse. » Noblesse. Le mot semblait curieux venant de lui. Texte. Il y avait quelque chose dans la manière dont il parlait, une cadence élégante, un vocabulaire qui ne s'accordait pas avec celui d'un simple voyageur. Mais avant qu'Amara puisse l'interroger, l'un des gardes s'approcha, interrompant le moment. « Monsieur, nous avons besoin de la soigner. Ses blessures. » Kwame hocha la tête rapidement, mais ses yeux étaient toujours fixés sur Amara. « Oui, bien sûr. Trouvons un abri et de l'eau propre. » Ils marchèrent ensemble dans la forêt, Amara refusant tout soutien malgré ses blessures. Kwame restait à ses côtés, l'observant avec un mélange de préoccupation, d'admiration et de révérence. À mesure que la nuit tombait, ils trouvèrent une petite source. Kwame insista pour nettoyer ses blessures lui-même, ses mains étonnamment habiles et douces, tandis qu'il lavait le sang et nouait des bandes propres autour de ses bras. « Tu as les mains délicates », observa Amara, l'étudiant, « pour quelqu'un qui voyage seul. » Kwame sourit, mais il y avait de la tristesse dans ce sourire. « Je n'ai pas toujours voyagé seul. Que s'est-il passé ?» Il s'arrêta, ses doigts tenant toujours son poignet tandis qu'il nouait le dernier nœud. « Parfois, la vie pour laquelle nous sommes nés n'est pas celle que nous voulons. Et parfois, nous fuyons. Même quand nous savons que nous ne pouvons pas fuir éternellement. » Il y avait du poids dans ses paroles. Un fardeau qu'Amara reconnaissait, même sans le comprendre complètement. « Tu fuis quelque chose ?» demanda-t-elle doucement. Kwame leva les yeux vers elle, et pendant un moment, elle vit quelque chose se briser derrière cette façade calme. De la vulnérabilité, de la peur, de la solitude.
Je fuis une vie que je n'ai pas choisie, admit-il. Une vie écrasée par des attentes impossibles. Des gens qui me regardent et ne voient que ce que je représente, jamais qui je suis réellement. Amara sentit son cœur se serrer. Elle connaissait cette douleur. Être réduite à une seule caractéristique. Être jugée avant d'être connue. « Je comprends », chuchota-t-elle. « Plus que tu ne l'imagines. » Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, l'eau de la source murmurant doucement en arrière-plan. Et puis, Kwame parla à nouveau, sa voix basse et intime. « Parle-moi de toi, ton histoire. Comment quelqu'un d'aussi extraordinaire a pu finir seul dans ce village ?» Et Amara raconta. Pour la première fois en années, elle ouvrit cette partie d'elle qu'elle avait verrouillée si soigneusement. Elle parla de l'enfance entourée de chuchotements, des hommes qui l'avaient rejetée, se moquant de son apparence, des femmes qui l'évitaient, craignant que leur mari ne la trouve plus capable, plus forte. « Il disait que je n'aurais jamais de foyer », termina-t-elle, sa voix se brisant légèrement, « qu'aucun homme ne me voudrait, que j'étais destinée à rester seule. » Kwame prit sa main, ses doigts s'entrelaçant avec les siens, avec une tendresse qui la fit frissonner. « Il se trompait, dit-il fermement. Tellement il se trompait que c'en est presque risible. Tu n'es pas difficile à aimer, Amara, tu es difficile à oublier. » Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. Pas de tristesse, mais du soulagement. D'être vue, vraiment vue. « Et toi ?» demanda-t-elle, s'essuyant les yeux. « Qui es-tu vraiment, Kwame ?» Il hésita. Pendant un moment, il sembla qu'il allait révéler quelque chose de monumental. Mais ensuite, des voix résonnèrent dans la forêt. Les gardes furent immédiatement alertes, mains sur leurs armes. Mais Kwame leva la main, les calmant. « Ce sont des messagers, dit-il, sa voix changeant subtilement, devenant plus formelle, plus contrôlée. 3 hommes émergèrent de l'obscurité, portant des tuniques ornées de symboles qu'Amara ne reconnaissait pas immédiatement. Mais il y avait quelque chose dans la manière dont ils se déplaçaient, dans la révérence avec laquelle ils s'approchaient. Le chef du groupe vit Kwame et immédiatement tomba à genoux. « Monseigneur, dit-il, sa voix chargée d'urgence et de respect, nous vous avons enfin trouvé. » Amara fronça les sourcils, la confusion scintillant sur son visage. « Monseigneur !» Kwame ferma brièvement les yeux, comme s'il absorbait un coup inévitable. « Lève-toi !» ordonna-t-il, et sa voix avait une autorité qu'Amara n'avait jamais entendue auparavant. « Quel est le message ? Le Conseil exige votre retour immédiat. Les provinces du Nord sont en révolte. Elles ont besoin de votre leadership. » Le monde d'Amara commença à tourner. Province, Conseil, leadership. Kwame se tourna lentement vers elle, et l'expression sur son visage était du pur tourment. « Amara !» Mais elle reculait déjà, la compréhension la frappant comme une vague froide. « Qui es-tu » chuchota-t-elle, bien qu'une partie d'elle connaisse déjà la réponse. Le messager regarda tour à tour entre eux, confus, et puis prononça les paroles qui changeraient tout. « Il est Kwame Osei, roi des Terres Unies du Sud. » Le silence qui suivit était assourdissant. Amara regarda l'homme devant elle, l'homme qui avait tenu sa main, qui avait appelé sa force magnifique, qui avait vu en elle ce que personne d'autre n'avait vu. Et il était un roi qui avait caché sa véritable identité, qui l'avait laissé s'ouvrir, se révéler, tomber amoureuse. « Tu as menti », chuchota-t-elle, la trahison mordant plus profondément que n'importe quelle griffe de léopard. « Non », Kwame fit un pas vers elle, sa voix tremblant de désespoir. « Je n'ai jamais menti. Je devais être seulement un homme. Juste pour un moment. Pas un roi, pas un symbole. Mais vous êtes un roi !» Amara recula davantage, des larmes brûlant dans ses yeux. « Et moi, je ne suis qu'une femme rejetée d'un village oublié. »« Oh, tu n'es pas rien !» Kwame insista, la rejoignant. « Tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Ton origine ne change rien à cela. » Mais ses paroles sonnaient creuses maintenant, parce que la vérité sur qui il était réellement briserait tout ce qui avait commencé à fleurir entre eux. Et tandis qu'Amara le regardait dans les yeux, voyant la sincérité mêlée à la culpabilité, une seule question brûlait dans son esprit. Que pourrait vouloir un roi avec quelqu'un comme elle ? Que pourrait vouloir un roi avec quelqu'un comme elle ? Et plus important encore, que pourrait-elle signifier pour un homme dont le monde entier observait chaque mouvement ? La réponse viendrait, mais ce ne serait pas simple. Et ce qui se passerait ensuite testerait non seulement sa force physique, mais la force de son cœur. Le son des sabots des chevaux résonna dans la forêt, avant même qu'il ne voie ce qui s'approchait. Amara leva la tête, alerte. L'étranger à ses côtés devint tendu, son expression passant de la tranquillité à l'inquiétude en un instant. C'étaient des cavaliers. Pas des bandits ou des chasseurs ordinaires, mais des hommes montés sur des chevaux magnifiques, vêtus d'armures qui brillaient, même sous l'ombre des arbres. Et devant eux, une bannière qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui signifiait clairement quelque chose d'important. « Votre Majesté !» cria le cavalier de tête, descendant de cheval avant même qu'il ne s'arrête complètement. « Grâce aux cieux, nous vous avons trouvé !»
Le royaume entier vous recherche. Amara cligna des yeux. Majesté? Elle regarda l'homme à côté d'elle, s'attendant à ce qu'il corrige la méprise. Mais il n'a rien corrigé. Au lieu de cela, il soupira profondément, comme s'il avait porté un fardeau pendant trop longtemps et pouvait enfin le lâcher. Majesté? Répéta-t-elle, sa voix petite et confuse. De quoi parle-t-il? L'étranger, l'homme qu'elle avait sauvé de la mort, se tourna vers elle avec des yeux pleins de quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Regret, peur, soulagement? Il y a quelque chose que je dois te dire, dit-il doucement. Quelque chose que j'aurais dû te dire dès le début. Les cavaliers attendaient en silence respectueux, mais leurs yeux curieux alternaient entre le roi et la femme musclée à côté de lui. Amara sentit le poids de ses regards. Elle connaissait bien ce type de jugement. « Je ne suis pas juste un voyageur », commença-t-il, chaque mot pesant comme la pierre. « Mon nom est Kofi, et je suis le roi du royaume d'Ashanti. Mon nom est Kofi, et je suis le roi du royaume d'Ashanti. » Le monde d'Amara s'arrêta. Roi. Le mot résonna dans son esprit comme un tonnerre distant. L'homme qu'elle avait porté sur son dos, dont elle avait traité les blessures, dont elle avait sauvé la vie, n'était pas un simple marchand ou guerrier. C'était un roi. Vous êtes... Les paroles moururent sur ses lèvres. Je voyageais en déguisement, continua Kofi, sa voix gagnant de l'urgence. Il y avait une conspiration au palais, des plans d'assassinat. Je devais partir. Je devais découvrir qui étaient mes véritables alliés. Et je devais. Il hésita. Je devais savoir ce qui était réel. Qui m'apprécierait pour qui je suis, pas pour ce que je possède. Amara recula d'un pas. Les implications s'abattirent sur elle comme une vague glacée. Il avait menti, ou du moins omis la vérité. Tout ce qu'ils avaient partagé, chaque conversation, chaque moment de vulnérabilité, avait été construit sur une fondation incomplète. « Tu m'as menti », murmura-t-elle. « J'ai omis », corrigea-t-il, tendant la main, mais sans la toucher. « Et j'en suis désolé. » Mais tout ce que j'ai dit sur toi, sur ce que je ressens, sur qui tu es, c'était absolument vrai. Le cavalier de tête se racla la gorge. « Votre Majesté, pardonnez l'interruption, mais nous devons retourner. Le royaume est instable. Il y a des décisions urgentes qui requièrent votre présence. » Kofi fit un geste de la main sans détourner les yeux d'Amara. Un moment. Mais Amara s'éloignait déjà, son esprit tournoyant dans 1000 directions. Un roi, il était un roi. Et elle était la femme que personne n'avait voulu. La fille qui avait été rejetée par sa propre famille. La guerrière dont les muscles étaient motifs de plaisanterie et de mépris. « Je ne peux pas, dit-elle, sa voix se brisant. Je ne peux pas être ce dont vous avez besoin. Amara, attends. Non! Le mot sortit plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Tu ne comprends pas. Je suis la personne que personne n'a voulu. Ma propre famille m'a rejeté. Les hommes de mon village riaient de moi. Je ne suis pas digne de me tenir aux côtés d'un roi. Le silence qui suivit fut pesant. Les cavaliers détournèrent le regard, mal à l'aise avec l'émotion brute dans l'air. Mais Kofi ne détourna pas. Il fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à être assez proche pour qu'elle puisse voir chaque nuance d'expression sur son visage. « Tu as sauvé ma vie, » dit-il, sa voix basse mais ferme. « Quand j'étais sans défense, tu ne m'as pas abandonné. Quand j'étais brisé, tu m'as porté. Quand je n'avais rien à offrir, tu m'as offert de la compassion. N'importe qui aurait fait la même chose. » « Non, personne ne l'aurait fait. » Kofi l'interrompit, sa voix gagnant en force. « Et tu le sais, la plupart des gens m'auraient ignoré. M'auraient laissé mourir parce qu'aider est incommode. C'est risqué, c'est difficile. Mais toi, non. Toi, avec ta force que les autres ridiculisent, tu m'as porté. Toi, avec ton courage que les autres ne comprennent pas, tu m'as protégé. » Des larmes commencèrent à se former dans les yeux d'Amara, mais elle cligna férocement des yeux pour les éloigner. « Vous pensez que vous n'êtes pas approprié ?» continua Kofi, et sa voix portait maintenant une juste colère. « Laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai connu des nobles qui n'avaient pas un tiers de votre honneur. J'ai connu des guerriers qui n'avaient pas un quart de votre courage. J'ai connu des courtisans qui auraient passé toute leur vie à apprendre et n'auraient jamais atteint votre intégrité de caractère. » Il tendit la main à nouveau, et cette fois, il toucha doucement son bras. « Vous êtes la seule personne appropriée pour rester à mes côtés. » Les paroles tombèrent sur Amara comme le soleil après une tempête. Elle les entendit, mais pouvait à peine y croire. Comment cela pouvait s'être vrai? Comment une femme rejetée par tous pouvait-elle être le choix d'un roi? « Mais je suis. » Elle commença. « Vous êtes forte, » Kofi l'interrompit. « Vous êtes courageuse. Vous êtes compatissante. Vous êtes tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont mon royaume a besoin. » À ce moment, quelque chose a changé dans l'air autour d'eux. Les chevaliers le regardaient maintenant, avec quelque chose qui ressemblait à du respect. L'un d'eux, un homme plus âgé avec des cicatrices de bataille, hocha lentement la tête, comme s'il comprenait enfin quelque chose d'important. « Sa Majesté a raison, » dit doucement le chevalier. « La vraie noblesse n'est pas dans le sang,
Elle est dans les actions. Kofi sourit, sans quitter Amara des yeux. Venez avec moi, dit-il. Pas comme mon obligation ou mon devoir, mais comme mon choix, ma partenaire, ma reine. Reine. Le mot était tellement absurde, tellement impossible, qu'Amara faillit rire. Mais quelque chose dans l'expression de Kofi, dans la sincérité brute de ses yeux, l'en empêcha. Je ne sais rien sur être reine, chuchota-t-elle. Et je ne savais rien sur être sauvée par quelqu'un qui se souciait vraiment, répondit Kofi. Mais vous m'avez enseigné, et je vais vous enseigner tout ce que vous avez besoin de savoir, ensemble. Amara regarda les chevaliers, leurs magnifiques chevaux, la bannière royale flottant au vent. Puis elle regarda Kofi, l'homme qu'elle avait sauvé, qui la sauvait maintenant d'une manière complètement différente. Ensemble, répéta-t-elle, testant le mot sur sa langue. Et pour la première fois de sa vie, elle ne se sentit pas seule. Le voyage de retour au royaume était surréel. Amara chevauchait à côté de Kofi, toujours vêtue de ses simples vêtements de chasseuse, tandis que des chevaliers royaux l'escortaient en formation d'honneur. Les gens qui passaient sur les routes s'arrêtèrent pour regarder, leur visage exprimant de la confusion, de la curiosité, et dans certains cas, de la reconnaissance. C'est lui, c'est le roi. Il est vivant! Mais qui est cette femme? Les questions les suivaient comme des ombres. Amara essayait d'ignorer, mais chaque regard, chaque murmure lui ramenait les souvenirs de son village, d'être observée, jugée, considérée comme inadéquate. Quand ils arrivèrent enfin au palais, Amara dut retenir un soupir. Ce n'était pas seulement une maison, c'était une forteresse magnifique, avec des tours qui touchaient le ciel et des murs qui semblaient impénétrables. Et à l'intérieur de ces murs, elle le savait. Il y avait des gens qui ne la comprendraient pas, qui la jugeraient, qui diraient qu'elle n'appartenait pas là. Et elle avait raison. La cour était réunie dans la grande salle quand ils y entrèrent. Conseillers, nobles, généraux, tous vêtus de beaux vêtements avec des regards acérés. Le silence tomba comme une lame quand Kofi entra avec Amara à ses côtés. Majesté, un homme âgé avec une barbe blanche s'avança, se courbant respectueusement. Grâce aux ancêtres, vous êtes en sécurité. Nous craignons le pire. Je suis vivant grâce à cette femme, dit Kofi, sa voix résonnant dans la salle. Amara, elle m'a sauvé quand j'étais au bord de la mort. Les yeux de tous se tournèrent vers elle. Amara sentit le poids de ses regards comme jamais auparavant. Ce n'étaient pas les regards simples des villageois. C'étaient des regards calculateurs et évaluateurs, des regards qui pesaient à sa valeur et la trouvaient insuffisante. Une chasseuse? Dit une voix féminine teintée de mépris. C'était une femme vêtue de soie coûteuse, des bijoux brillants autour de son cou. Vous avez été sauvé par une chasseuse? J'ai été sauvé par une guerrière, corrigea Kofi, sa voix froide. Par quelqu'un avec plus de courage que beaucoup dans cette salle. Un murmure parcourut la cour. Amara pouvait lire les expressions, le choc, la désapprobation, et sur certains visages, quelque chose de plus sombre. La peur qu'une étrangère, une femme sans nom ni position, puisse influencer son roi. Majesté, dit le vieux conseiller avec prudence. Nous sommes tous certainement reconnaissants de la bravoure de cette femme. Mais il y a des questions d'État qui demandent votre attention d'urgence. La conspiration n'a pas encore été complètement éradiquée, et il y a des alliances qui ont besoin d'être renforcées. Des alliances matrimoniales, coupa une voix. C'était un homme plus jeune, vêtu des couleurs d'un royaume voisin. La princesse Zara attend toujours votre réponse, Majesté. Une union entre nos royaumes renforcerait les deux contre les menaces extérieures. Kofi se raidit à côté d'Amara. Elle n'avait pas besoin de demander ce que cela signifiait. Politique, stratégie, mariages arrangés pour créer des alliances. Elle connaissait ces histoires, et elle savait que, dans ce monde, une chasseuse sans titre ni dot n'avait pas sa place. J'ai déjà donné ma réponse, dit Kofi, sa voix calme mais ferme. L'ambassadeur cligna des yeux. Pardon, Majesté, mais nous n'avons pas reçu. Ma réponse, interrompit Kofi en se tournant pour regarder directement l'homme, est non. Je ne vais pas me marier avec la princesse Zara, ni avec quelqu'un d'autre choisi pour convenance politique. La salle explosa en murmure. Amara vit des expressions de choc, de colère, de confusion. Le vieux conseiller semblait sur le point d'avoir une crise. Mais Majesté, l'alliance sera renforcée par d'autres moyens, dit Kofi. Le commerce, les accords militaires, la diplomatie, mais pas par mon mariage. Alors, avec qui le Seigneur compte-t-il se marier? Demanda le conseiller, bien que par son ton, il connaissait déjà la réponse et craignait de l'avoir confirmée. Kofi se tourna vers Amara, ses yeux rencontrant les siens. En eux, elle vit la certitude, la détermination, et quelque chose de plus. Quelque chose qui fit s'accélérer son cœur. Avec elle, dit Kofi simplement. Avec Amara, la femme qui a sauvé ma vie. La femme qui m'a montré ce qu'est la véritable noblesse. Le silence qui suivit fut si complet qu'Amara pouvait entendre son propre cœur battre. Puis, comme une vague se brisant, la cour explosa. Impossible! Une roturière reine? C'est un outrage.
Majesté, vous ne pouvez pas être sérieux. Les voix se chevauchaient, chacune plus indignée que la précédente. Amara voulait se recroqueviller, disparaître, s'enfuir de ce lieu où clairement elle n'était pas bienvenue. Mais la main de Kofi trouva la sienne, les doigts s'entrelaçaient, serrant fermement. « Je suis complètement sérieux, » dit Kofi, sa voix perçant à travers le chaos. « Amara sera ma reine. Ce n'est pas une suggestion. C'est une décision. Mais la tradition. » Commença le conseiller. « La tradition, » interrompit Kofi, « dit que le roi doit choisir quelqu'un de caractère noble. Et j'ai choisi. Son caractère est plus noble que celui de n'importe qui né dans un palais. » La femme aux bijoux, qu'Amara réalisa maintenant être une duchesse d'une certaine sorte, fit un pas en avant. Et que dirait le peuple? Une reine sans lignée, sans éducation appropriée, sans... Sans quoi? Défia Kofi. Sans l'apparence que vous attendez? Sans la fragilité que vous valorisez? Elle a la force. Elle a du courage. Elle a de la compassion. Ce sont les qualités d'un véritable leader. Le peuple ne l'acceptera jamais, dit l'ambassadeur, sa voix glaciale. Cela créera de l'instabilité. Cela affaiblira votre position. Alors le peuple apprendra, dit Kofi, que la véritable force ne vient pas de l'apparence ou des titres. Elle vient de ce qu'il y a ici dedans. Il toucha sa propre poitrine. Et s'ils ne peuvent pas voir la force en Amara, alors ils sont aveugles. Amara serra sa main, son cœur divisé entre une gratitude écrasante et une peur paralysante. Il se battait pour elle, contre sa propre cour, contre la tradition, contre tout. Mais serait-ce suffisant? Il y a aussi, dit une voix nouvelle, venue des ombres de la salle, la question de votre famille. Un homme habillé comme un messager s'avança, tenant un parchemin. Des nouvelles sont arrivées de votre village, mademoiselle. Votre famille. Ils ont entendu dire que vous êtes ici, au palais, avec le roi. Amara sentit son estomac tomber. Sa famille. Les gens qui l'avaient rejeté, qui l'avaient fait se sentir comme un fardeau indésirable. Ils savaient. Et s'ils savaient? Eh, demanda Kofi, sa voix dangereusement calme. Ils arrivent ici, dit le messager. Ils prétendent avoir le droit de parler de cette affaire, que comme sa famille, ils doivent avoir voix au chapitre dans la décision. Un rire amer s'échappa d'Amara avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Ma famille, dit-elle, sa voix tremblant non pas de peur, mais de rage contenue, m'a abandonné, m'a rejeté, disait que j'étais une honte. Et maintenant qu'il y a un avantage à gagner, maintenant ils veulent avoir voix au chapitre ?» La salle devint silencieuse à nouveau. Même les opposants les plus véhéments semblaient mal à l'aise avec cette révélation. Kofi se tourna complètement vers elle, les deux mains tenant maintenant les siennes. « Alors prouvons à tous qu'ils avaient tort. Votre famille, cette cour, quiconque a douté de vous, montrons que vous n'êtes pas seulement appropriée pour être reine, vous êtes le seul choix. »« Mais comment ?» murmura Amara. « Comment puis-je prouver quelque chose à des gens qui ont déjà décidé que je n'ai aucune valeur ?» Un petit sourire, presque triste, toucha les lèvres de Kofi. « En étant vous-même, en étant exactement qui vous êtes, parce que qui vous êtes est extraordinaire. » Le vieux conseiller se racla la gorge, clairement mal à l'aise mais déterminé. « Majesté, avec tout le respect, peut-être qu'il existe un juste milieu. Peut-être que mademoiselle Amara pourrait rester au palais comme... conseillère? Gardienne personnelle? Il y aurait de l'honneur à cela sans la complication de... » « Non, dit fermement Kofi. Je ne vais pas insulter Amara en lui offrant un titre moindre quand elle mérite le plus grand. Elle sera reine ou rien. Alors, dit la duchesse, sa voix froide comme la glace. Nous allons devoir voir si elle est capable de jouer le rôle. Il y a des protocoles, il y a des attentes, il y a un standard qui doit être maintenu. Amara sentit le piège se refermer. Ils allèrent la tester. Ils allèrent la mettre dans des situations où elle échouerait, où son manque d'éducation formelle ou ses manières inadéquates seraient exposées. Et puis il dirait, vous voyez, elle n'est pas assez bonne. Mais avant qu'elle ne puisse parler, avant qu'elle ne puisse protester ou accepter, Kofi parla à nouveau. Il y aura un test, dit-il. Un test final. Mais ce ne sera pas celui de vos protocoles ou des attentes artificielles de cette cour. Alors quoi, Majesté? Demanda le conseiller, semblant véritablement curieux. Kofi regarda autour de la salle, son regard balayant chaque visage, chaque expression de doute et de désapprobation. Puis il sourit, et il y avait quelque chose de provocateur dans ce sourire. Ce sera un test de caractère, de force, de tout ce qui compte vraiment chez un leader. Et quand Tamara le réussira, et elle le réussira, il n'y aura plus de doute. Il n'y aura plus d'objection. La salle devint silencieuse et tendue. Amara pouvait sentir le poids de l'attention de tous sur elle, pouvait sentir les attentes, les jugements, les doutes. Mais elle pouvait aussi sentir la main de Kofi dans la sienne. Ferme, constante, confiante. « Quel test ?» demanda-t-elle à voix basse, juste pour lui. Kofi se pencha, sa voix un murmure juste pour ses oreilles. « Faites-moi confiance. Et plus important encore, ayez confiance en vous-même. Vous êtes plus forte que n'importe quel défi qu'ils peuvent présenter.
Mais même tandis qu'il parlait, Amara pouvait voir les expressions sur les visages autour d'elle. Il complotait, planifiait, pensait à des moyens de prouver qu'elle était inadéquate. Et quelque part, s'approchant du palais, se trouvait sa famille. Les gens qui l'avaient fait sentir qu'elle ne serait jamais assez bien. Un test final, Kofi l'avait dit. Mais Amara avait la sensation que ce test serait plus difficile que n'importe quoi qu'elle ait déjà affronté. Parce que ce ne serait pas seulement une question de force physique ou de compétences de chasse. Ce serait prouver sa valeur à des gens qui avaient déjà décidé qu'elle n'en avait aucune. Et tandis qu'elle était là, dans le grand hall, entourée d'opposants voilés et d'alliés incertains, une seule question résonnait dans son esprit. Comment prouve-t-on sa dignité à ceux qui refusent de la voir? Mais un test final restait, et tout le royaume observerait. Le destin n'avait pas fini de tester Amara, parce que parfois, la véritable force n'est pas prouvée dans les batailles que nous choisissons, mais dans celles qui nous trouvent quand nous nous y attendons le moins. C'était une matinée tranquille quand le messager arriva au palais, couvert de poussière et d'épuisement. Ses paroles firent geler le sang du conseil royal. Une armée envahissante marchait vers le royaume. Des milliers de guerriers, commandés par un seigneur de la guerre qui avait déjà conquis 3 royaumes voisins. Et ils seraient aux portes de la ville dans 3 jours. La panique se propagea dans la cour comme un feu dans l'herbe sèche. Les conseillers les plus âgés, ceux qui avaient toujours remis en question la présence d'Amara, commencèrent à se quereller, proposant la reddition, la fuite, des négociations impossibles. Caleb observait le chaos le cœur lourd, sachant que son royaume était mal préparé pour une guerre de cette ampleur. C'est alors qu'une voix trancha le tumulte. Ferme, claire, incontestable. J'irai. Tous se tournèrent. Amara était debout, ses yeux fixés sur le roi avec cette même détermination qu'il avait vue quand elle l'avait sauvé des bandits. La même force qui l'avait rendue différente depuis toujours. « Votre Majesté, dit-elle, sa voix résonnant dans la chambre du conseil, vous avez besoin de quelqu'un qui puisse affronter ce seigneur de la guerre, quelqu'un qui n'a pas peur de combattre. Laissez-moi diriger la défense du royaume. » Le silence qui suivit fut absolu. Et puis, comme prévu, vint l'explosion. « Une femme diriger notre armée ?» Le plus vieux conseiller cracha presque les paroles. « C'est ridicule. Jamais dans l'histoire de ce royaume une femme n'a commandé les troupes au combat. Elle est forte, oui, ajouta un autre, sa voix remplie de condescendance. Mais la force brute ne gagne pas les guerres. Nous avons besoin de stratégie, d'expérience, d'un vrai commandant. » Un par un, les conseillers se levèrent, leur voix se chevauchant dans un chœur de rejet. C'était comme si toutes les années de doute, tous les soupçons non dits, tous les préjugés soigneusement cachés trouvaient enfin une issue. La princesse musclée, la femme qui ne s'intégrait pas, en demandait trop. Cela, il ne pouvait ne pas le permettre. Amara resta immobile pendant la tempête d'objections, son expression sereine. Elle avait affronté le rejet toute sa vie. Quelques voix de plus ne feraient pas de différence. Mais alors, une figure se leva au fond de la salle. C'était Malik, le rival qui avait été vaincu au tournoi. Tous s'attendaient à ce qu'il se joigne au cœur de critiques. À la place, ses paroles surprirent tout le monde. « J'ai combattu contre elle », dit Malik, sa voix grave et respectueuse. « Et je peux le dire avec certitude. Aucun de vous, aucun de nous, n'aurait pu la vaincre. Elle n'est pas seulement forte, elle pense tout en combattant. Elle anticipe, elle s'adapte. S'il y a quelqu'un dans ce royaume capable d'affronter cette armée, c'est elle. » Le témoignage inattendu créa une fissure dans l'opposition. Mais ce n'était pas suffisant. Le conseiller en chef se tourna vers Caleb avec un ultimatum à peine voilé. « Majesté, si vous permettez à cette femme de commander notre armée, et si elle échoue, la responsabilité retombera sur votre couronne. Le peuple ne vous pardonnera jamais. » C'était le coup final. La tentative de forcer Caleb à choisir entre sa position et Amara. Entre ce qui était politiquement sûr et ce qui était juste. Caleb regarda Amara. Elle ne dit rien, mais ses yeux transmettaient tout. « Je peux le faire. Fais-moi confiance. » Et il l'a cru. « Le commandement est le sien, » déclara Caleb, sa voix tranchant à travers le tumulte. « La princesse Amara dirigera la défense de ce royaume. Et ceux qui refuseront de la suivre peuvent se joindre aux lâches qui ont proposé la reddition. » Le roi avait parlé. Et par ses paroles, le destin du royaume fut scellé. Au cours des 3 jours suivants, Amara transforma une ville mal préparée en une forteresse. Elle ne perdit pas de temps à essayer de gagner l'approbation des généraux sceptiques. À la place, elle alla directement au peuple, aux forgerons, aux fermiers, aux femmes qu'on considérait comme trop faibles pour combattre. « Vous aviez dit que la force n'appartient pas à une femme », cria-t-elle à la foule rassemblée sur la place principale. « Eh bien, voyons si la faiblesse peut défendre un royaume. Voyons si la conformité peut arrêter un envahisseur. Ou peut-être, tout simplement peut-être, est-ce le moment de montrer que la véritable force a toujours habité ceux qu'on a sous-estimés. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Des femmes qui n'avaient jamais tenu une arme ont commencé à se présenter.
Des femmes qui n'avaient jamais tenu une arme ont commencé à se présenter. Des hommes qui avaient été considérés comme trop vieux ou trop jeunes ont rejoint les rangs. Le royaume entier, inspiré par cette princesse qui refusait d'être définie par les attentes des autres, s'est levé comme un seul. Quand l'armée envahissante est arrivée, ils s'attendaient à trouver un royaume terrorisé, prêt à se rendre. Au lieu de cela, ils ont trouvé Amara les attendant sur les remparts, son armée positionnée avec une précision stratégique qui impressionnerait n'importe quel général vétéran. Le seigneur de la guerre, un homme immense couvert de cicatrices de 1000 batailles, a éclaté de rire en voyant une femme commander les défenses. « C'est une blague ?» a-t-il crié à travers la plaine. « Envoie tes véritables guerriers, femmes, avant que je ne détruise ces remparts et tout ce que vous aimez. » Amara n'a pas répondu par des paroles. Elle a répondu par l'action. Quand l'armée envahissante a attaqué, ils ont découvert que la force brute n'était pas suffisante contre une stratégie brillante. Amara avait étudié les tactiques du seigneur de la guerre, appris ses schémas, anticipé ses mouvements. Chaque piège qu'il avait tendu, elle l'avait prévu. Chaque avancée qu'il faisait, elle avait préparé une réponse. Et quand le moment critique est arrivé, quand le seigneur de la guerre a finalement percé la première ligne de défense et qu'il semblait que tout était perdu, Amara a fait quelque chose qu'aucun commandant n'avait jamais fait auparavant. Elle est descendue des remparts et l'a défié personnellement. « Veux-tu ce royaume ?» a-t-elle crié, sa voix tonnant à travers le champ de bataille. « Alors tu devras d'abord passer par moi, pas par mon armée, pas par mes pièges, par moi. » Le silence qui est tombé sur le champ de bataille était absolu. Des milliers de guerriers, des deux côtés, ont cessé de combattre pour témoigner de ce moment impossible. Une femme, seule, défiant le seigneur de la guerre le plus redouté du continent. Il a accepté. Comment aurait-il pu refuser? Ce qui a suivi n'était pas qu'un simple combat. C'était une démonstration. Chaque mouvement d'Amara était une précision pure. Chaque coup portait non seulement la force physique, mais des années de technique perfectionnées, des décennies de persévérance contre l'adversité. Le seigneur de la guerre, habitué à vaincre par la brutalité, a découvert qu'il combattait quelque chose de complètement différent. Il combattait une femme qui avait transformé chaque rejet en détermination, chaque insulte en carburant, chaque « tu ne peux pas » en « regarde-moi faire ». Quand Amara l'a finalement terrassé, son pied sur la poitrine du seigneur de la guerre vaincu, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les envahisseurs n'ont pas attaqué. Au lieu de cela, un par un, ils ont commencé à baisser leurs armes. Parce que dans de nombreuses cultures guerrières, quand leur chef tombe au combat singulier honorable, la guerre prend fin. Le royaume était sauvé. Et tous, absolument tous, avaient témoigné de celle qui l'avait sauvé. La nouvelle s'est répandue comme l'éclair, non seulement à travers le royaume de Caleb, mais au-delà. L'histoire de la princesse musclée qui avait vaincu un seigneur de la guerre, qui avait sauvé un royaume entier, qui avait prouvé que la force n'a pas de genre. Elle est arrivée au village d'où venait Amara. Elle est arrivée aux oreilles de ceux qui l'avaient autrefois appelée une aberration, une inadaptée, une femme qu'aucun homme ne voudrait. Et avec la nouvelle est venu quelque chose qu'Amara n'avait jamais espéré recevoir. Des demandes d'excuses. Les lettres ont commencé à arriver au palais. Des anciens du village, reconnaissant leur cécité. De jeunes femmes, disant qu'Amara les avait inspirées à accepter leurs propres différences. D'hommes qui ont admis qu'ils avaient laissé les préjugés aveugler leur jugement. Sa famille aussi a écrit. Des paroles de fierté, de regret, de reconnaissance tardive de ce qui avait toujours été clair. Amara n'avait jamais eu besoin de changer. C'est le monde qui avait besoin de changer sa façon de voir. La cérémonie de couronnement officielle d'Amara en tant que princesse consort et commandante royale a eu lieu un mois plus tard, et elle était différente de tout ce que le royaume avait jamais témoigné. Ce n'était pas seulement une célébration d'union, c'était une célébration de transformation. La salle était remplie non seulement de nobles, mais de gens ordinaires. Les femmes qui avaient combattu aux côtés d'Amara, les forgerons qui avaient forgé les armes, les fermiers qui avaient défendu leurs terres, tous ceux qui avaient été considérés comme pas suffisants et qui avaient prouvé qu'ils étaient plus que suffisants. Quand Caleb a placé la couronne sur la tête d'Amara, ses paroles ont résonné à travers la salle. Ce royaume avait l'habitude de définir la valeur par la conformité, a-t-il dit, sa voix ferme et claire. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons une vérité plus grande. La véritable valeur réside dans l'authenticité. La véritable force réside dans être exactement qui vous êtes, sans vous excuser, sans vous amoindrir, sans vous cacher. Il s'est tourné vers Amara, ses yeux brillants d'émotion. Vous ne m'avez pas seulement sauvé des bandits sur cette route, vous avez sauvé ce royaume de sa propre étroitesse de vision. Et pour cela, non seulement moi, mais toute cette nation, vous êtes éternellement reconnaissante. L'ovation qui a suivi a secoué les fondations même du palais. Et Amara, la femme qui avait autrefois été considérée comme inadaptée, qui avait été rejetée pour sa différence, qui avait été vue comme un problème à corriger, se tenait devant son peuple comme la sauveuse d'une nation.
Mais peut-être que le moment le plus puissant n'avait pas été la cérémonie publique. C'était ce qui s'est passé après, quand la salle s'est vidée et Camara s'est retrouvé seul dans les jardins du palais, regardant vers l'horizon où cette bataille avait été menée. Mais peut-être que le moment le plus puissant n'a pas été la cérémonie publique. C'est ce qui s'est passé après, quand la salle s'est vidée et Camara s'est trouvé seul dans les jardins du palais, regardant l'horizon où cette bataille avait été menée. Caleb l'a trouvé là, et pendant un long moment, ils sont restés simplement côte à côte dans un silence confortable. « Avez-vous jamais douté ?» a-t-il finalement demandé. « Quand tout le conseil s'est opposé, quand ils ont dit que vous ne pouviez pas diriger, avez-vous jamais pensé à abandonner ?» Amara a souri, ce petit sourire entendu qu'il avait appris à reconnaître. « Tous les jours de ma vie, on m'a dit ce que je ne pouvais pas être », a-t-elle répondu doucement. « Mais savez-vous ce que j'ai appris ? Quand le monde entier dit que vous ne pouvez pas, et que vous prouvez que vous pouvez, vous ne changez pas seulement votre destin, vous changez la définition de ce qui est possible. » Elle s'est tournée pour le regarder, ses yeux reflétant la lumière du coucher de soleil. « Je n'ai pas livré cette bataille seulement pour ce royaume, Caleb. J'ai livré cette bataille pour chaque fille qu'on appelle trop forte, pour chaque femme considérée comme inadéquate pour ne pas s'adapter à un moule inventé. J'ai livré cette bataille pour prouver que notre valeur ne réside pas dans le respect des attentes, mais dans leur dépassement complet. » Caleb a pris sa main, cette main qui maniait une épée avec autant de compétence qu'elle offrait de douceur. « Et vous l'avez prouvé magnifiquement, a-t-il dit. Notre royaume ne sera jamais plus le même, et c'est entièrement grâce à vous. Les mois qui ont suivi ont prouvé ces paroles vraies. Sous la direction conjointe de Caleb et d'Amara, le royaume a prospéré de manière que personne n'avait imaginée. Amara a établi des académies d'entraînement ouvertes à tous, indépendamment du genre ou de l'origine sociale. Elle a restructuré l'armée pour valoriser les compétences plutôt que la conformité, la stratégie plutôt que la tradition. Et plus important encore, elle est devenue un symbole, non seulement pour ce royaume, mais pour tous les royaumes voisins. De jeunes femmes voyagèrent de terres lointaines juste pour la voir, pour confirmer que la légende était réelle. Qu'il était possible d'être forte et féminine, qu'il était possible d'être différent et précieux, qu'il était possible de réécrire les règles. Le Conseil royal, ces mêmes hommes qui s'étaient si farouchement opposés à sa direction, la consultaient maintenant sur toutes les décisions importantes. Parce qu'ils avaient appris, de la manière la plus dramatique possible, que la sagesse ne vient pas de la conformité, mais de la perspective. Et Amara, avec sa vie à défier les attentes, avait une perspective que personne d'autre ne pouvait offrir. Des années plus tard, quand des voyageurs visitèrent le royaume et demandèrent sa prospérité, sa force, sa réputation de justice et d'innovation, la réponse était toujours la même. Tout a changé quand une princesse que personne ne voulait a sauvé le roi que tout le monde admirait. Et ensemble, ils nous ont enseigné que le plus grand pouvoir ne réside pas dans la conformité, mais dans le courage d'être authentique. L'histoire d'Amara et de Caleb s'est propagée à travers le continent, portée par des bardes et des conteurs. Mais la version qui touchait le plus les cœurs était toujours la plus simple. Il était une fois une femme considérée comme inadéquate qui s'avéra être exactement ce dont le monde avait besoin. Et si vous écoutez attentivement, encore aujourd'hui, dans les villages et les villes, quand les jeunes femmes sont critiquées pour être trop fortes, trop différentes, trop inadéquates, il y a toujours quelqu'un qui chuchote la sagesse ancestrale qu'Amara incarnait. L'arbre qui ne se plie pas au vent n'est pas obstiné, il a des racines profondes. C'est un ancien proverbe d'Afrique de l'Ouest, et il parle d'une vérité qui transcende les cultures et les générations. Ceux qui se maintiennent fermes dans leur authenticité, qui refusent de se plier aux attentes des autres, ne sont pas difficiles ou problématiques. Ils sont enracinés dans une vérité plus profonde sur qui ils sont. Amara était cet arbre, et ses racines étaient si profondes que, quand le monde a finalement cessé d'essayer de la plier et a commencé à apprendre de sa force, tout s'est transformé. Le royaume qui autrefois valorisait la conformité a appris à célébrer la différence. La cour qui autrefois craignait le changement est devenue championne de l'innovation. Et le peuple qui autrefois jugeait la valeur par les apparences a appris à reconnaître la grandeur sous des formes inattendues. Mais peut-être que la transformation la plus profonde n'a pas été dans le royaume, mais chez ceux qui ont entendu l'histoire. Parce que chaque fois que quelqu'un raconte l'histoire de la princesse puissante qui a sauvé le roi inconnu, quelque chose se meut dans le cœur de celui qui écoute. C'est le souvenir que notre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. C'est la confirmation que nos différences ne sont pas des défauts à corriger, mais des dons à honorer. C'est la promesse que, quelque part, d'une certaine manière, il existe un endroit où nous serons appréciés exactement comme nous sommes. Et peut-être, juste peut-être, cet endroit n'a pas besoin d'être trouvé. Peut-être a-t-il besoin d'être créé. Tout comme Amara l'a créé, non seulement par sa force, mais par son refus inébranlable d'être quoi que ce soit d'autre qu'authentique.
Vous qui nous avez suivis jusqu'ici, qui avez témoigné de ce voyage du rejet à la rédemption, de la solitude à la royauté, d'être inadéquate à devenir indispensable, vous connaissez maintenant une vérité que le monde tente souvent de cacher. La vraie force ne réside jamais dans la conformité. Elle réside dans la persévérance dans votre authenticité, jusqu'à ce que le monde apprenne à reconnaître votre valeur. Amara n'a pas changé pour s'intégrer au monde. Elle est restée ferme jusqu'à ce que le monde change pour l'accueillir. Et dans ce processus, elle n'a pas seulement sauvé un royaume. Elle a redéfini ce qu'un royaume pouvait être. C'est la sagesse ancestrale qui résonne à travers les générations. C'est le pouvoir qui vit en chacun de nous et qu'on a jugé trop ou pas assez. C'est l'héritage d'une princesse qui a prouvé que le plus grand acte de courage n'est pas de changer qui vous êtes, mais d'avoir l'audace de rester exactement comme vous êtes, jusqu'à ce que le monde apprenne à apprécier votre magnificence. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous vous êtes vu un peu en Amara, si vous aussi avez été jugé inadéquat simplement pour être authentique, alors partagez ces enseignements. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires où la justice prévaut, où la force est honorée, et où ceux qui sont différents non seulement survivent, mais prospèrent. Car le voyage d'Amara peut avoir pris fin, mais son message continue. Et il y a beaucoup d'autres histoires attendant d'être racontées. Des histoires de triomphe sur l'adversité, d'authenticité sur la conformité, de vérité restaurant la dignité. L'histoire suivante vous attend déjà. Et tout comme Amara a prouvé que l'impossible n'est que ce qui n'a pas encore été tenté, les prochaines histoires prouveront que la sagesse ancestrale ne vieillit jamais, ne perd jamais sa pertinence, n'arrête jamais d'inspirer. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de vous plier au vent. Vous avez seulement besoin de racines assez profondes pour rester immobile. Et quand vous resterez debout, le monde entier apprendra finalement à danser au vôtre.